Alors, on assiste depuis une vingtaine d'années à l'émergence de différents types de pratiques de travail. On assiste d'abord à des pratiques de mobilité qui étaient beaucoup plus faibles il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on allait au travail. Aujourd'hui, on travaille en bougeant. On travaille dans le RER, dans un Starbucks café, dans des espaces de coworking, parfois dans les murs de l'université en situation de transit. On travaille tout le temps en situation de mobilité grâce à des technologies qui permettent beaucoup plus facilement ce type d'activité. Autre dimension, autre type de nouvelles pratiques de travail, le télétravail, le fait de travailler à la maison, qui est aujourd'hui géré, régulé par un certain nombre d'entreprises. On peut travailler une journée à la maison, 2, 3, 4 journées. On peut être salarié d'une entreprise, mettre l'essentiel de son temps dans son appartement ou dans sa maison. Évidemment, ça n'est pas sans soulever beaucoup de questions en termes de management, en particulier de gestion des ressources humaines. Et puis la troisième dimension que j'aimerais souligner en ce qui concerne les nouvelles pratiques de travail, c'est l'émergence de l'entrepreneuriat collaboratif. On était dans les années 80 sur un mythe assez individuel d'un entrepreneur héros individuel qui faisait des grandes actions. Aujourd'hui, l'idéologie de l'entrepreneuriat est beaucoup plus collective. L'entrepreneur est celui qui vit en communauté, travaille avec des communautés, crée des communautés. Ça n'est plus du tout un héros solitaire et vont correspondre à un certain nombre de nouvelles pratiques qui sont des pratiques de dons, de contre-dons, d'entraide, qu'on va retrouver dans des nouveaux lieux d'entrepreneuriat et d'innovation, en particulier les espaces de coworking, les makerspaces, les Fab Labs, les biohackerspaces, beaucoup de lieux qui pullulent aujourd'hui dans Paris. Il y en a énormément, des tiers-lieux de ce type-là, donc qui sont centrés sur des formes d'entrepreneuriat collaboratif. Alors, je pense qu'il y a deux explications principales. Il y en a une qui est liée à l'urbanisme, à l'évolution de la ville. À la fin du 19e siècle, 10% seulement des habitants de cette planète vivaient dans des villes. À partir de 2008, on a passé un seuil, d'après beaucoup de centres de recherche, à peu près la moitié de la planète vit en zone urbaine, vit dans des villes. Et plusieurs projections ont été faites sur 2030 et montrent que d'ici 2030, entre 60 et 70% de la planète vivra dans des villes. Et autre chiffre extrêmement important, parmi ces gens donc, qui vivront dans des villes, ils vivront à 80% dans 100 villes seulement. Qu'est-ce que c'est qu'une ville, une grande ville? Une grande ville, ce sont des trajets de déplacement beaucoup plus importants. Donc il est cohérent d'avoir des tiers-lieux, des lieux intermédiaires. Il est aussi cohérent pour les entreprises de se demander, mais est-ce que ça vaut le coup d'envoyer mon salarié passer 1 heure dans le RER, 1h30 aller, 1h et demie retour? Peut-être qu'il vaut mieux qu'il reste à la maison. Peut-être qu'il vaut mieux imaginer des lieux de transition, des tiers-lieux, des espaces de coworking de transition où le salarié ira travailler. Puis bien évidemment, le développement des grandes villes a aussi une autre conséquence très structurante des nouvelles pratiques de travail, c'est le coût au mètre carré. Ça devient beaucoup plus cher, à Paris mais aussi ailleurs, d'imaginer pour un entrepreneur de louer un local ou d'acheter un local. C'est beaucoup plus cohérent de rester dans son appartement ou, parce qu'assez rapidement, s'ils sont seuls, d'aller rejoindre une communauté de coworkers, de makers, de hackers pour partager leur quotidien et se sentir un petit peu moins seul et échanger des bonnes pratiques avec eux. Alors la confiance est assez omniprésente dans les recherches que j'ai pu réaliser sur les nouvelles pratiques de travail. D'abord, elle est très présente par son opposé, la défiance. Moi, ce qui me frappe pour beaucoup de jeunes que j'ai pu rencontrer, jeunes entrepreneurs ou personnes investis dans des nouvelles pratiques de travail, des nomades digitaux par exemple, des entrepreneurs, des télétravailleurs, des gens en situation de mobilité, c'est à quel point pour les plus jeunes, il y a aujourd'hui une vraie défiance vis-à-vis de l'objet entreprise, avec souvent dans le discours une référence au modèle de papa et maman. C'est une phrase que j'entends souvent, je ne veux pas faire comme papa et maman, je ne veux pas faire comme papa, aller dans une grande tour à la Défense, je ne veux pas prendre le métro. Il y a quelque chose de très spatial derrière ce type de phrase, mais il y a aussi toute une représentation de ce qu'est le travail, de ce qu'est l'entreprise. Donc déjà, ce qui me frappe sur ce thème de la confiance, c'est une absence de confiance relativement forte pour une certaine génération par rapport aux pratiques de travail, au mode de gestion des ressources humaines, au type d'organisation qui les attend. Beaucoup d'éléments critiques et beaucoup de mots qui sont de l'ordre de la défiance. Autre point qui me frappe, que je trouve malheureusement tout aussi triste,
c'est que pour beaucoup des personnes que j'ai pu rencontrer, la confiance est beaucoup plus liée à un problème de contexte qu'un problème de relation. Je m'explique. Pour beaucoup de personnes, pour faire confiance, il faut se connaître, il faut créer une relation. Et qu'est-ce que m'expliquent beaucoup de jeunes que je rencontre dans ces nouveaux lieux d'entrepreneuriat et d'innovation? Beaucoup de jeunes investis dans ces nouvelles pratiques de travail. Quand ils me parlent de confiance, c'est plutôt lié à un contexte, en particulier à un type de contexte que j'ai appelé le syndrome de la boîte de nuit. Certains me disent « Ah, il m'arrive dans une boîte de nuit, protégé par l'obscurité, le bruit de la boîte de nuit. Il va m'arriver de dire à une personne que je suis sûr de jamais revoir des choses que je ne dirais pas le soir même à ma petite amie, à mon copain, à mon papa, à ma maman, à des personnes avec lesquelles j'ai un lien de confiance. J'aurai confiance, non pas à cause d'un lien, en raison d'un lien, j'aurai confiance par rapport à un contexte. Et malheureusement, ce vocabulaire de la confiance, ces pratiques de confiance, je vais beaucoup les entendre par rapport à ces problématiques de contexte. Je pense à une scène à laquelle j'ai assisté dans un espace de coworking pas très loin de la gare de Lyon, où j'entends autour de la machine à café un jeune assez déprimé qui avait compris qu'il n'était pas fait pour être un entrepreneur. Ce n'est pas parce que 40% des étudiants de Paris-Dauphine souhaitent devenir entrepreneurs que 40% sont faits pour devenir des entrepreneurs. Sur le terrain, je vois beaucoup de choses qui me font penser à la phrase que je viens de dire. Donc j'entends un jeune entrepreneur s'épancher et dire à un autre coworker que c'est dur, qu'il ne sait pas s'il a fait le bon choix, mais il le dit à qui? Il le dit à quelqu'un qui est de passage, qui dans 2-3 heures ne sera plus là. Donc il a confiance par rapport à un élément de contexte. Puis le troisième élément dans mes recherches sur lequel je rencontre beaucoup cette thématique de la confiance, c'est le télétravail. Qu'est-ce qu'on fait de ces salariés qu'on ne voit plus, qui je pense vont être de plus en plus nombreux dans les années qui viennent? On ne les voit plus soit parce qu'ils bougent tout le temps, et qui sont en situation de mobilité chez le client, dans Paris, dans des transports en commun, ou je ne sais où. On ne les voit plus parce que tout simplement ils sont en télétravail à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Sur cette problématique de la confiance, je vois les entreprises essayer d'expérimenter des systèmes de gestion, des systèmes de contrôle divers et variés. Par exemple, on va proposer très gentiment aux salariés en situation de télétravail d'aller se mettre en résidence à l'espace de coworking qu'on a repéré à 400 mètres de son appartement. Bien sûr, parce que c'est plus pratique pour lui. Mais qu'est-ce que ça permet de faire? Un contrôle de l'activité sous forme d'un présentiel. On va pouvoir s'assurer de sa prise de poste et de travail à un certain horaire, du départ de poste. Si en plus, pour quelques cas que j'ai en tête, c'est exactement ça, il y a d'autres salariés qui sont sur le plateau de coworking, ils vont pouvoir s'observer. Donc ces tiers-lieux qui m'intéressent également, qui sont plutôt perçus comme des lieux de confiance, d'émancipation, peuvent être instrumentés par des entreprises qui y dépêchent un certain nombre de salariés, comme une façon finalement de faire du contrôle différemment de leurs pratiques de travail. Et d'une façon générale, sur ces sujets qui me passionnent et qui sont, pour, je pense, une opportunité de régénérer les entreprises, le capitalisme. Beaucoup de nouvelles pratiques de travail sont pleines d'espoir, mais en même temps, elles sont porteuses de paradoxes. Je les vois aussi faire émerger des nouvelles logiques de contrôle, des nouvelles logiques de défiance. On parle beaucoup d'entreprises libérées, d'holacratie, d'entreprises beaucoup plus horizontales où tout le monde se ferait confiance et serait mis sur un pied d'égalité. Concrètement, sur beaucoup de terrains de recherche, malheureusement, je ne vois pas toujours ça, je vois même rarement ça, même si je trouve la promesse de départ intéressante et même si je crois énormément dans le potentiel de cette nouvelle économie collaborative, de ces nouveaux mouvements collaboratifs pour régénérer les pratiques de travail.